bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est exceptionnellement ensemble pour votre magazine Demain à la Une et au programme cette semaine, le prochain sommet de la francophonie. Il se tiendra les 11 et 12 octobre prochains à Yerevan en Arménie. L'enjeu majeur de cet événement, c'est le choix du futur secrétaire général de l'organisation. Et puis, nous évoquerons dans un second temps la situation à Idlib, cette province du nord-ouest de la Syrie dans le viseur du régime. C'est un accord conclu le 17 septembre dernier entre Ankara et Moscou qui a épargné ce dernier bastion insurgé. Mais d'abord, cap sur l'Arménie. Le pays se prépare à accueillir le 17e sommet de la francophonie. Il se tiendra, je vous le disais, les 11 et 12 octobre prochains. 84 chefs d'État et de gouvernement ont été conviés à Yerevan, la capitale. On en parle avec vous, Christophe Boisbouvier, bonjour. Bonjour. Journaliste à RFI, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis avec vous, Ashrène Verdian, journaliste bonjour, ici à France 24. Et vous allez tous les deux couvrir ce sommet en Arménie. D'abord, Christophe, on va tenter de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'Organisation internationale de la francophonie avec vous. Vous allez nous expliquer comment fonctionne cette organisation et quelle est son utilité aux yeux du monde. Il y a 50 ans, quand le pape allait à l'ONU et parlait devant le monde entier, il parlait en français. Vous voyez le chemin depuis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une grande personnalité va à l'ONU, il parle en anglais. Le français a baissé dans le monde, hein. On le voit non seulement aux Nations Unies, mais au Comité international olympique, etc. Donc l'une des raisons d'être de la francophonie, c'est de défendre la place du français, qui reste la 5e langue la plus parlée dans le monde, hein. Autre chose importante, l'invasion du monde entier par les biens culturels anglo-saxons, les films américains, les séries américaines qui sont diffusées à grande échelle et qui sont donc moins chères que les séries faites dans d'autres pays où ça coûte plus cher. Vous avez a priori pas de barrière commerciale, pas de barrière douanière sur ces produits, puisque ça peut être considéré comme des biens, des marchandises, des biens commerciaux. Eh bien non, grâce à l'action de la francophonie, depuis 2005, depuis une convention votée à l'UNESCO, eh bien, vous avez le droit, en France, au Liban ou ailleurs, d'abord de mettre des barrières douanières, des barrières commerciales sur certains produits d'invasion qui viennent des pays anglo-saxons. Les États-Unis ont voté contre, d'ailleurs, cette convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et puis, vous avez le droit de faire une politique d'aide, comme par exemple la politique française d'aide au cinéma français, qui est très importante, sans vous faire embêter par une organisation du commerce international qui dit « Ah non, c'est contraire aux règles d'équité internationale ». Donc toute la promotion de ce sommet, c'est de diffuser cette culture et cette langue française. Il se tient en Arménie, le pays n'est pas francophone. Alors pourquoi justement à Ashrène le choix s'est porté sur l'Arménie ? Effectivement, Nabia, ça peut paraître surprenant puisque l'Arménie, comme vous l'avez dit, n'est pas historiquement francophone. L'Arménie, ça faisait partie avant de l'URSS, donc c'est un pays où on parle arménien et russe couramment, hein, ce sont les deux langues officielles, donc pas francophone historiquement. En revanche, francophile assurément depuis très très longtemps, en raison des liens historiques qui lient d'ailleurs depuis les temps médiévaux, hein, la France à l'Arménie, des liens encore renforcés, disons, au cours des vicissitudes du XXe siècle, principalement le génocide arménien, parce que la France a accueilli de nombreux rescapés du génocide arménien, et du coup en Arménie, voilà, la France, c'est le pays des droits de l'homme, le pays qui a secouru une bonne partie du peuple arménien. Après 1915. Après 1915, voilà, effectivement. Et puis ces dernières années, que ce soit sous Chirac, Hollande ou même Nicolas Sarkozy et aujourd'hui avec Emmanuel Macron, il y a des liens politiques également extrêmement forts. Mais il y a quand même depuis quelques années une politique volontariste mise en œuvre par les autorités pour diffuser véritablement le français de manière massive en Arménie, alors principalement par deux vecteurs. Tout d'abord l'université française en Arménie et l'école Anatole France. Du coup, aujourd'hui, Nabia, à Yerevan, si vous voulez faire toute votre scolarité en français, et dans des établissements vraiment de très grande qualité, qui délivrent d'ailleurs pour l'université des doubles diplômes avec français et arménien, c'est possible. Donc de la première maternelle, absolument, de la première maternelle jusqu'à l'université, jusqu'au doctorant, hein, vous pouvez faire toute votre scolarité en français. Et c'est suffisamment rare pour être noté, parce que dans cette région du monde, vraiment, le français n'a pas du tout de présence
hormis en Arménie. Et donc, il y a une politique vraiment volontariste de la part des autorités de diffuser l'utilisation de la langue française, y compris aux plus hautes sphères de l'État, puisque Nicole Pachinian, le Premier ministre, s'y est mis récemment. Il a récemment donné un discours entièrement en français devant Michaël Jean et ses homologues de la francophonie. Et est-ce que Charles Aznavour y est aussi pour quelque chose? On en parle forcément puisque ça s'inscrit dans l'actualité. Un hommage lui a été rendu. Bien évidemment. Alors Charles Aznavour, héros national en Arménie, vous vous en doutez, très grande aura de ce chanteur donc décédé lundi dernier à l'âge de 94 ans. Il a des places en Arménie à son nom, il a des statues, il y a des statues Charles Aznavour, il est même, vous savez, diplomate, enfin il était diplomate pour l'Arménie, représentant auprès de l'UNESCO à Genève, auprès de la Suisse également. Il a un centre culturel à son nom qui se transforme en ce moment en musée Charles Aznavour sur les hauteurs de Yerevan. Et effectivement, il y a 3 générations, voire plus, en Arménie qui ont été élevées, disons, aux chansons de Charles Aznavour. Et beaucoup de gens qui ne parlent pas français en Arménie, par contre, connaissent ces chansons absolument par cœur, évidemment. Et donc, effectivement, l'amour pour Charles Aznavour et pour ses chansons a été un vecteur de diffusion de la langue française dans le pays. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un café lambda à Yerevan, vous pouvez facilement vous adresser aux serveurs en français, même s'ils ne maîtrisent pas parfaitement la langue. Donc, c'est d'autant plus pertinent que le pays puisse accueillir ce sommet. On va revenir à la dimension politique de cette réunion. Christophe, l'enjeu principal de ce sommet, c'est aussi le choix du futur patron de cette organisation internationale de la francophonie. 2 candidates, un duel, 2 rivales, la Canadienne Michaël Jean et puis la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Qu'est-ce qu'elles représentent l'une et l'autre? Quelles sont les chances de l'une et de l'autre de l'emporter? En fait, il faut remonter à 4 ans en arrière. D'habitude, le poste de secrétaire général de la francophonie revient à un Africain. Il y a eu Boutros Ghali, il y a eu Abdou Diouf. Mais il y a 4 ans, l'Afrique était désunie et c'est une Canadienne qui s'est engouffrée dans la brèche, Michaël Jean. Et quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a 1 an, il s'est dit non, ça ne me va pas. Il n'a rien contre Michaël Jean en personne, mais il a quelque chose contre le Canada. Parce que le Canada, c'est le 2e contributeur de l'OIF, derrière la France. C'est donc le rival de la France pour le leadership de l'OIF qui, qu'on le veuille ou non, 84 pays, un club de rencontres important, est un outil d'influence pour le pays qui tient le leadership. Donc il fallait les écarter. Donc les Canadiens. l'objectif de Macron, c'était ça, c'était écarter le Canada du poste de numéro 1 de l'OIF. Voilà. Alors il y a un habillage, c'est pas comme ça qu'on présente les choses, mais la réalité. Là... Mais vous le simplifiez, c'est quand même plus clair. Oui, voilà. L'idée de l'Élysée, ça a été justement de promouvoir une candidature africaine. Pourquoi? Parce que sur les 54 pays qui ont droit de vote, il y en a 29 qui sont africains, donc il y a une majorité importante. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y avait une candidate africaine, évidemment, elle avait toute chance de pouvoir être désignée. Alors la surprise, c'est que ça vienne, c'est que les Français aient proposé cela à une Rwandaise qui elle-même s'est dite surprise, avec plaisir d'ailleurs, a-t-elle précisé. Qui est ancienne ministre des Affaires étrangères. Absolument, elle l'est toujours d'ailleurs. Qui est toujours ministre des Affaires étrangères. Absolument, Louise Mushikiwabo. Quand on connaît les relations exécrables entre la France et le Rwanda depuis le génocide de 1994, c'est vraiment un coup politique de la part d'Emmanuel Macron qui se dit comme ça, on ne pourra pas m'accuser de faire de la France-Afrique. Et puis peut-être, qui sait, un effet collatéral, il y aura peut-être un rapprochement entre Kigali et Paris. Le rapport de force, il est pas... alors, a priori, c'est ce que disait le secrétaire d'État français à la francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne, sur RFI il y a quelques jours. A priori, la candidature Louise Mushikiwabo est majoritaire, la candidature Michaël Jean est minoritaire. Si on fait un pointage, en effet, c'est comme ça que les choses se présentent. Parce que, je vous interromps Christophe, parce que Michaël Jean est la présidente sortante, la secrétaire générale sortante, oui. Elle a un mandat de 4 ans maintenant derrière elle. Est-ce que son bilan, finalement, ne fait pas l'unanimité? C'est aussi pour ça qu'elle est minoritaire? C'est pas un problème de bilan. Michaël Jean a fait du bon boulot pour la francophonie, et puis
c'est une personne dynamique, c'est une personne qui s'est battue justement pour ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pour que le français revienne avec toute sa place dans les instances internationales, etc. Je crois que fondamentalement, c'est un problème politique, hein, c'est ça. Donc la stratégie de la France, c'est d'essayer de convaincre le Premier ministre canadien Justin Trudeau de lâcher sa candidate Michaëlle Jean, qui est une battante, qui s'accroche, qui veut rester candidate jusqu'au dernier moment, jusqu'au vendredi 12 octobre prochain. Pas sûr qu'il y arrive, hein, Emmanuel Macron, parce que Justin Trudeau, c'est un bagarreur aussi. Et puis, la stratégie de Louise Mushikiwabo, bien sûr, c'est de s'assurer que les 29 pays africains francophones vont continuer de faire bloc derrière elle. Les derniers pointages lui sont plutôt favorables de ce point de vue. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance va être assez tendue. A priori, à ce sommet de la francophonie. Vous serez justement sur place pour nous le raconter, le relayer. L'autre point qui peut aussi finalement cristalliser ce sommet, c'est le contexte politique trouble en Arménie en ce moment. Et le Premier ministre Nicole Pachinian qui avait annoncé sa volonté de démissionner à Shrine. Oui, alors il a annoncé qu'il allait sans doute démissionner dans les prochains jours. En fait, c'est pas vraiment une surprise. Alors, je vous le rappelle, Nicole Pachinian, l'actuel Premier ministre, est arrivé au pouvoir à la faveur de la révolution de velours d'avril dernier, donc de manière entièrement pacifique. On se rappelle de ces grosses manifestations qui l'ont porté au pouvoir. Mais jusqu'à aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ce sont les députés proches de l'ancien président Serge Sarkisian qui dominent cette Assemblée. Donc le parti républicain de Serge Sarkisian et ses alliés donc de la FRA et du parti de Tsarukyan. Conséquence, du coup, il ne peut pas gouverner de manière très aisée, hein, vous l'imaginez. Du coup, Pachinian veut organiser des élections législatives anticipées. Et en fait, pour vous la faire simple, parce que c'est assez complexe en fait en termes constitutionnels ce qui est en train de se passer, mais pour faire simple, les députés donc proches de l'ancien président font tout pour mettre des bâtons dans les roues de Nicole Pachinian dans cet objectif justement d'organiser des élections législatives anticipées. Du coup, comme lui, il est conscient un peu de cette manœuvre politique de la part de ses opposants politiques, il a appelé dernièrement ses partisans à descendre dans la rue. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, il y avait des milliers de Yerevanci, donc des habitants de Yerevan, qui étaient dans la rue à l'appel du Premier ministre Pachinian pour protester justement contre ce blocage institutionnel organisé par l'opposition. On ne sait pas trop là comment ça va évoluer dans les prochains jours. En tout cas, Nicole Pachinian va sans doute démissionner, mais c'est dans l'espoir d'être ensuite réélu à l'issue d'élections législatives anticipées qu'il devrait sans nul doute remporter. En tout cas, son parti sera sans aucun doute majoritaire à l'Assemblée si ces élections ont bien lieu. Et on le suivra de très près. Merci beaucoup Ashreen pour cet éclairage. Merci à vous Christophe d'avoir été avec nous en plateau. Merci à tous les deux. Très belle mission en Arménie. Vous serez évidemment sur place pour nous faire vivre ce sommet de la francophonie. Merci à vous. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants, juste après le journal. Politique, présenté par Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent les éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.